Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, ben voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le dernier podcast intermédiaire avant la fin du Tour de France. On se retrouve pour parler de ce tour après le week-end pyrénéen. On avait débriefé le tour avant les Pyrénées, forcément entre avant et après les Pyrénées sur ces deux étapes du samedi et dimanche. Le tour a changé de visage et c'est Tadej Pogačar qui a complètement assis sa domination sur le Tour de France. On va en parler avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Bonjour à tous, salut Guillaume. Bon, on va parler avec toi aussi un petit peu du Giro femmes qui a aussi rendu son verdict, donné son verdict lors de ce week-end pyrénéen où en même temps il y avait les deux dernières étapes du Tour d'Italie qui a été énorme. Je pense que c'est un peu le mot qu'on peut donner pour définir un peu cette bataille entre Elisa Longo Borghini, vainqueur final maillot rose, et Lotte Kopecky, bataille jusqu'à la dernière étape. On va en parler dans quelques instants, mais juste avant on va revenir sur l'étape de ce mardi, le début de la troisième semaine. Ça vient de se terminer il y a quelques minutes au moment où on enregistre ce podcast, avec la victoire de Jasper Philipsen à Nîmes et la bataille pour le maillot vert complètement relancée puisque Binyam Girmay est tombé dans le final. Les 50 points pris lors de la victoire à Nîmes de Jasper Philipsen plus les 17 points pris au sprint intermédiaire et les 4 points repris au sprint intermédiaire dans la journée permettent à Jasper Philipsen de recoller à 32 points de Binyam Girmay avant ces dernières étapes. Mais Julien, l'inquiétude elle est un peu plus du côté de l'Érythréen de l'Intermarché Wanty qui est passé sur ligne d'arrivée pas avec la mine des meilleurs jours. Arrivé très, très souriant, encadré par deux de ses coéquipiers de l'Intermarché Wanty et qui a squeezé, qui est parti directement au camion médical, passer faire les examens post-chute sans passer par le protocole. Donc à voir comment il peut récupérer et surtout après une chute, le corps s'en ressent et avec le programme qui est annoncé jusque dimanche, ça peut être compliqué. Cette bataille pour le maillot vert, ça peut relancer tout. L'avantage pour Binyam Girmay, c'est qu'il n'y a plus de sprint massif. C'était le dernier sprint massif à Nîmes. Il y aura des sprints intermédiaires dans des étapes de montagne, ce qui veut dire qu'il va falloir prendre les échappées, se bagarrer pour les prendre les échappées. Il va falloir être en forme parce que sinon c'est sanction, c'est 20 points par sprint intermédiaire pour le vainqueur. Et on se doute que vu l'écart, Philipsen va tout faire maintenant pour y aller. Ça va être une guerre de tous les instants. Ça va. Alors l'Intermarché Wanty va essayer de contrôler le peloton avant les sprints intermédiaires, voir où sont passés les sprints intermédiaires. Demain, il me semble qu'il est. Il a mis parcours. Je suis en train de regarder en même temps lors de l'étape de ce mercredi entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Super Dévoluy. Le sprint intermédiaire est placé à 115 km après le départ. On sera à 60 km de l'arrivée avant les dernières difficultés, avant d'arriver à Gap sur à 845 mètres d'altitude. On partira à 86 mètres d'altitude à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce qui veut dire qu'on sera en constant faux plat montant, on va dire, jusqu'à Veynes, qui sera le lieu du sprint intermédiaire. Bon, derrière Super Dévoluy, ça devrait être pour les punchers ou pour les baroudeurs, ça on verra un peu plus tard dans le podcast. Et puis entre Gap et Barcelonnette, jeudi, sprint intermédiaire à mi-étape, on va dire, après 84 km, où il y aura des passages à plus de 1000 mètres, où ça va être une vraie bagarre de baroudeurs pour moi aussi, je pense, dans cette étape-là. Et puis après, on va arriver vendredi, samedi dans les grosses étapes de montagne, où là, par contre, le sprint qui est après 20 km de course seulement, après le départ à Embrun, avant de prendre le col de Vars hors catégorie. Là, on pourrait vraiment avoir les sprinteurs dans la bataille. Et l'étape du col de la Couillole, où là, ça sera après deux cols de deuxième et de première catégorie avant de monter la Colmiane. Ça sera même à mi-pente dans la Colmiane. À Saint-Martin-Vésubie, sprint intermédiaire, je pense pas qu'on verra ni Binyam Girmay ni Jasper Philipsen. Puis après, faudra sinon faire une place lors du dernier chrono entre Monaco et Nice. Mais là encore, on voit mal comment Girmay ou Philipsen pourraient prendre des points. Donc, ça va se jouer sur les 2-3 étapes qui restent dans les sprints intermédiaires. Maintenant, la bataille pour le maillot vert. Julien, toi, tu vois quoi ?
Je vois que demain et après-demain, ça va être compliqué de partir ou de contrôler un peloton jusqu'au sprint intermédiaire. Comme tu dis, demain, c'est en faux plat montant quasiment jusqu'au sprint intermédiaire, après 115 bornes. Donc, ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir les 20 points à aller chercher. Par contre, le seul endroit où je vois où ça peut vraiment faire la course pour le maillot vert, c'est l'étape de vendredi avec le sprint en brun, l'étape d'Embrun, après 20 km de course, où là, ça peut partir plein pot et bloqué par les équipiers. Mais peut-être pas de quoi aller chercher les 32 points d'écart entre les deux, quoi. Dans ce cas-là, ça veut dire que demain, quoi qu'il arrive, dans l'étape vers Super Dévoluy, les baroudeurs qui auraient pu prendre beaucoup de temps sur cette étape-là vont se retrouver complètement cadenassés, complètement mis à l'amende par les équipes de sprinteurs, en tout cas par Alpecin de Koenig, s'ils n'ont pas mis Philipsen dans l'échappée. Oui, s'ils n'ont pas mis Philipsen dans l'échappée. Après, ça peut être une échappée, effectivement, où il y a du Philipsen, ou pourquoi pas Girmay, s'il est vraiment pas trop atteint. Après, les étapes sont dures. Faut aussi garder un petit peu garder de gaz pour le week-end. Pas finir hors délai sur les étapes de vendredi, samedi. Oui, bon, on en parlera parce que les étapes de vendredi, samedi sont en termes de dénivelé assez intenses, 9000 mètres de dénivelé dans les deux étapes, de vendredi et de samedi vers Isola 2000 et le col de la Couillole. On va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, cette bataille pour le maillot vert qui est complètement relancée donc après la victoire de Jasper Philipsen à Nîmes. Juste parler du sprint en lui-même. Bon, là, c'était du tableau noir au-dessus, complètement au-dessus. L'équipe Alpecin de Koenig qui a envoyé de manière magistrale Jasper Philipsen pour la victoire, avec Mathieu Van Der Poel pour le lancer aussi à 300 mètres, 250-300 mètres de l'arrivée. Derrière, la concurrence était à 2 vélos. Déposé sur un fauteuil. Vraiment, il n'avait plus qu'à finir, plus qu'à conclure. Pas le sprint le plus difficile. Là, Philipsen doit se dire c'est dommage qu'on n'ait pas une dernière pour aller, qu'il n'y ait pas encore une dernière étape de plat, parce que là, il est en pleine confiance. Après, il faut pas oublier que les sprinteurs, c'est comme les buteurs au foot. Tu gagnes pas, tu doutes, tu gagnes, tu t'enchaînes. Il doit regretter ces étapes de début de tour un peu chaotique. Ouais, et puis mine de rien, Philipsen, c'est sa 3e victoire d'étape. Il égalise Binyam Girmay. Et Philipsen, l'année dernière, c'est 4 victoires d'étape sur le Tour de France en 2023. Non, c'était 4, il me semble. C'était 4, il me semblait aussi. Ouais, je vais regarder. On regarde Sam Bennett aussi, 4e Sam Bennett de cette étape, le sprinter de la Décathlon AG2R qui lui, était vraiment en recherche de confiance aussi au top niveau. Je regarde 1, 2, 3 et 4 victoires d'étape l'année dernière. Donc finalement 3 victoires d'étape pour Philipsen. Il va s'en sortir plutôt pas trop mal, alors qu'après une semaine on se disait c'était un peu la Bérésina pour le sprinter belge qui s'était fait battre aussi au championnat de Belgique par Arnaud Delis. Allez, on va passer au Tour d'Italie féminin. On en a parlé un peu en introduction. Julien, le Tour d'Italie femme, le Giro femme qui a rendu son verdict avec la victoire finale de Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie de la Lidl Trek, qui s'est imposée avec 21 secondes d'avance sur Lotte Kopecky. 21 secondes parce que aussi la Belge Kopecky a un peu abdiqué dans le sprint final. Alors soit elle a abdiqué dans la tête, soit elle avait plus rien dans les jambes aussi dans ce sprint en côte lors de l'arrivée à l'Aquila. Il y avait 1 seconde d'écart au départ de ce dimanche, au départ de la dernière étape. 1 seconde d'écart après un sprint de titan au blockhouse où Kopecky a fait un sprint de 300 mètres pratiquement et Longo Borghini a suivi la roue. Mais la bataille qu'elles se sont faites dans le blockhouse samedi, moi ça me fait penser un peu ce que j'avais vu sur le Tour des Pyrénées, épreuve continentale, le Tour des Pyrénées féminin, que j'avais pu commenter à la télé au mois de juin. Ce que j'avais vu en fait, c'est que tu donnes un cadre aux filles et puis elles t'en font quelque chose de génial. C'était le col de Bisque qui avait en théâtre, en scène de film pour ce Tour des Pyrénées, l'étape du samedi. La bataille avait été géniale avec la victoire de la nouvelle championne d'Espagne, Usua Ostolazza. Et derrière, là, elles nous ont fait dans le blockhouse une énorme bataille là aussi, ce qui veut dire que dans les années futures, on rappelle que c'est l'organisateur du Tour d'Italie homme qui a récupéré l'organisation du Tour d'Italie femme, RCS, et ça peut laisser augurer quand même peut-être un Zone Colonne par exemple pour les filles, tu vois, de grands monuments du cyclisme italien pour les femmes. Un Zone Colonne, un Stelvio peut être au programme un peu comme fait ASO avec le Tour et
Unipublic avec la Vuelta, asseoir le cyclisme féminin sur des monuments mythiques du cyclisme masculin. On a eu les lacs de Covadonga l'année dernière. Cette année, on va avoir l'Alpe d'Huez pour le Tour, le Blockhaus et l'Aquila comme scène finale pour les grands tours. Donc oui, on va commencer à avoir, pourquoi pas, comme tu dis, un Stelvio ou un Zoncolan, ce qui assiérait forcément le cyclisme féminin et l'inscrirait dans l'histoire avec un grand H du vélo. Elisa Longo Borghini qui l'emporte avec seulement 21 secondes d'avance sur Lotto Kopecky, c'est une surprise pour toi? Kopecky, elle n'avait pas forcément la tête au Tour d'Italie pour le classement général cette année. Comme je te disais en off tout à l'heure, on est tombé sur une publication de Elena Cecchini de la SD Works, qui était capitaine de route sur cette course, qui disait qu'en fait, clairement, ils étaient venus chasser les étapes en vue d'affiner la forme de Lotto Kopecky pour les JO. Hein. Et qu'elles se sont prises au jeu à devoir défendre un classement général, aller chercher un classement général. Après, Lotto Kopecky va être forte pour les JO, que ce soit sur la course en ligne, qui est un final un peu flandrien, ou le chrono, ou sa coéquipière habituelle, une des grandes favorites du contre-la-montre, Marlène Reusser, sera forfait. On rappelle que Kopecky va doubler la piste, ou plutôt va tripler la piste, la route, et sur la route, elle fera et contre-la-montre et la course en ligne. Lotto Kopecky qui est vraiment, là on est dans le quatuor mondial, hein, le quatuor des meilleurs cyclistes au monde, hein, avec Kopecky, Longo Borghini, Demi Vollering et Lorena Wiebes, hein, on est vraiment dans le top mondial. Mais Lotto Kopecky finalement, eh bien, elle vient aussi confirmer ce qu'elle a montré sur le Tour de France l'année dernière, parce que ce qu'elle fait au Blockhaus en tenant Elisa Longo Borghini, si on n'avait pas vu ce qu'elle avait fait sur le Tourmalet l'année dernière, on aurait pu se dire que ça aurait été une surprise. Là, elle fait deuxième du Tour de France l'année dernière, elle vient faire deuxième du Tour d'Italie cette année. Bon, elle sera pas sur le Tour de France, hein, puisqu'elle sera aux Jeux Olympiques, mais elle peut vraiment s'orienter peut-être vers un classement général d'un grand tour dans les années qui vont venir. Je pense que c'est un petit peu son objectif de vraiment virer sur les classiques, garder quand même ce côté sur les classiques, son côté flandrien, et passer sur les courses par étapes. Là, on peut dire que sur les 2 dernières grandes courses par étape qu'elle fait, c'est une réussite. Faire 2 fois deuxième sur les courses par étape, 2 fois deuxième sur des grands tours, beaucoup de coureurs signeraient pour faire ça tout de suite, quoi. Ouais, Lotto Kopecky cette année, c'est la numéro 1 mondiale, hein, tout simplement. Double championne de Belgique sur route, en ligne et en contre-la-montre, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne. Elle avait fait 3e de la Ride London classique pour sa reprise, hein, après la campagne des classiques, où sur les Ardennaises, elle s'était mis au service de Demi Vollering, et sur les Flandriennes, elle avait remporté Paris-Roubaix, fait 5e du Tour des Flandres, remporté Dalit Dockerekerse, remporté Strade Bianche, fait 2e de l'Omloop et Newsblad, et elle avait remporté l'UAE Tour en début de saison avec une victoire au sommet de Djebel Lafitte, ce qui veut dire qu'elle commence à avoir de plus en plus de prédisposition et de qualité dans les montées. Qu'est-ce qui lui a manqué lors de la dernière journée, notamment dans ce sprint où elle prend 20 secondes, parce que à la Flamme Rouge, avant le sprint final à l'Aquila, alors qu'il reste 1 seconde d'écart au classement entre les deux, Longo Borghini est dans la roue de Lotto Kopecky, qui elle a tout fait pour essayer de distancer la maillot rose. Il n'y avait pas de bonification possible, puisque devant, lors de cette dernière étape, c'est Kimberley Le Courpinard qui l'a emporté au sprint devant l'américaine Ruth Edwards et l'allemande Franziska Kor. Derrière, le sprint était pour la 4e place, où c'est Longo Borghini qui prend justement le sprint, mais il n'y avait pas de bonification. Pourquoi Kopecky a pris 20 secondes comme ça? Tu penses que c'est mental et s'est dit bon allez, c'est terminé, ou alors est-ce que c'était physique, parce que tout simplement elle avait plus rien dans les chaussettes pour distancer Longo Borghini? Je serais tenté de te dire les deux, parce que la façon dont Longo Borghini lance son sprint, si t'as encore un petit peu d'essence, un petit peu de gaz, tu peux aller au moins te mettre dans la roue. Que là, tu voyais qu'il n'y avait plus grand chose dans le moteur. Puis si elle est à la tête qu'elle lâchait, hein, parce que bon, tu sais que tu finisses 4e de l'étape ou 8e de l'étape, tu restes quand même sur le podium, vu qu'elle finit avec Bradbury.
avec Neville Brett dans le même groupe que Bradbury. Donc là-dessus, il n'a pas eu trop de soucis à se faire. Pour revenir à ce que tu disais, ce qui lui a manqué, c'est une équipière d'un calibre d'une Misha Bredvold ou d'une Marlène Reusser pour essayer de revenir sur le groupe de tête qui est sorti justement après la dernière difficulté du Giro, dans cette grande partie de peine. Il a clairement manqué quelqu'un pour essayer de ramener le groupe et essayer de s'imposer à l'Aquila. Et la Lidl Trek n'a rien fait pour revenir sur le groupe. La Lidl Trek, n'avait pas forcément l'intention et le besoin de revenir sur le groupe. Elles n'étaient pas dangereuses au classement général. Même elles auraient pu, à la rigueur, même laisser partir la première échappée du jour où ils avaient justement Lucinda Brand et Justine Guéquier qui a assis du coup son leadership sur le maillot des grimpeuses. Mais oui, la Lidl Trek n'avait pas forcément besoin. Il y avait un moment où je me suis dit qu'il y avait une alliée de circonstance, c'est que la FDJ, jusqu'à ce qu'elle se mette à attaquer. Donc peut-être que ils auraient pu s'allier avec la FDJ pour essayer de revenir, mais c'était pas tellement leur intérêt de se faire battre au sprint par l'Auto Kopecky, d'autant qu'il n'y avait qu'une seconde de bonif, quoi. Ouais, parce que finalement, tu reviens sur l'échappée, tu as le sprint final pour la victoire finale dans le Tour d'Italie, et Kopecky avait juste à finir devant Longo Borghini pour ensuite remporter le Tour d'Italie à la seconde près, parce que tu prennes la première, la deuxième ou la troisième place pour Kopecky, tant que tu étais devant Longo Borghini, au sprint, eh bien, tu remportais le Tour d'Italie, et c'est donc finalement la championne d'Italie qui remporte eh bien cette course. Longo Borghini, c'est aussi pour elle la consécration sur un grand tour. Alors on rappelle quand même son palmarès, à 32 ans, elle a déjà remporté Paris-Roubaix en 2022, elle a remporté 2 fois le Tour des Flandres, alors cette année en 2024, mais elle l'avait remporté aussi il y a 9 ans en 2015, c'est son premier Tour d'Italie, elle a déjà remporté les Strade Bianche dans le passé, mais elle a souvent été en fait dans les 5-10 meilleures mondiales sans avoir réellement l'occasion de la mettre au fond, parce qu'il y avait toujours plus forte qu'elle une Van Vleuten, une Van der Breggen, une Lotto Kopecky par exemple sur des classiques. C'est un vrai triomphe pour elle, en plus chez elle avec le maillot, alors pas de championne d'Italie puisqu'elle a eu le maillot rose dès le contre-la-montre inaugural à Breccia, mais elle a vraiment en fait eu cette consécration, ça pas le sommet de sa carrière, mais presque quand même, parce que remporter le Tour d'Italie chez soi, en étant championne d'Italie, là il y a quand même à 32 ans quelque chose d'assez énorme. Il y a quelque chose d'assez énorme, et puis elle avait un compte à régler avec le Giro depuis l'année dernière, où c'était la seule à pouvoir contester la suprématie de Van Vleuten l'an dernier. Rappelle-toi, elle était une trentaine de secondes et elle avait chuté. Elle doit abandonner sur chute le lendemain parce qu'elle a pris un gros choc sur la tête et elle était la seule à mesure de contester Annemiek van Vleuten qui avait emporté au final. Donc elle y avait aussi ce petit compte à régler là avec le Giro. Puis bon, gagner son tour national à domicile, ses parents avaient fait en plus, ses parents et son mari, qui est aussi coureur chez Lidl Trek, avait fait le déplacement à l'Aquila pour la soutenir sur la dernière étape. Donc, elle avait vraiment à cœur de finir le travail. Jacopo Mosca, son mari ? Jacopo Mosca, il me semble, oui. Il me semble, j'avais vu avec les Lidl Trek à la ligne d'arrivée à l'Aquila, donc la victoire d'Elisa Longo Borghini très rapidement au classement. La première française, c'est Juliette Labousse, 5e, qui a craqué dans le blockhouse. Plus l'impression que Juliette Labousse a mal digéré la chaleur qu'il y avait sur le Tour d'Italie, plus qu'une réelle panne de jambes, une méforme par rapport aux autres, parce qu'on l'a vu, alors elle avait pris 20 secondes de pénalité aussi lors de l'étape du vendredi, il me semble, au sprint, parce qu'à mon avis, elle avait cherché à s'arroser dans le final, ce qui veut dire qu'elle a peut-être mal encaissé cette chaleur, et ça s'est un peu confirmé. Lors de la montée du blockhouse, il y avait une énorme chaleur là aussi. J'ai l'impression qu'effectivement, elle a du mal à supporter la chaleur, parce que sa montée du blockhouse, je la voyais pas à l'image, mais elle bouge quand même 40 à 50 secondes sur Niedermayer, sur cette même montée, en ayant été décrochée. Donc je pense qu'elle a pris un coup de chaud, et après qu'elle a retrouvé la bonne carburation pour finir ce blockhouse. Plus inquiétant, non. Oui et non. Cécilie Uttrup-Ludwig aussi qui a pris aussi on va dire un tir sur l'étape du blockhouse, alors qu'elle était qui a été 3e du classement général à ce moment-là. Elle qui termine donc 8e du classement général final, Cécile Uttrup-Ludwig, qui était donc 3e, tu l'as dit, avant l'étape du blockhouse, qui a réalisé quand même
une bonne semaine sur le Tour d'Italie et qui s'est enfin rassurée dans cette année 2024. Assez compliqué pour la Danoise, elle qui est en partance de la FDJ Suez. Allez, Julien, on va passer au Tour de France avec le débrief de ce week-end pyrénéen et Tadej Pogačar qui a donc posé sa patte et vraiment encore un peu plus, qui a assis sa domination sur ce Tour de France. 2 étapes pyrénéennes que Pogačar gagne. Qu'est-ce qu'on dit sur ces 2 victoires ? Je dis tout de suite, on va écarter les suspicions de dopage. Dans VO Podcast, vous savez que quand il y en a, on en parle. Quand on n'a pas de faits avérés, on n'en parle pas plus que ça. Vous pouvez me sortir tous les chiffres de watts par kilo de je sais pas quoi. Par rapport au record de Pantani, oui, il y a un record de Pantani qui est battu de 3-4 minutes sur la montée du plateau de Bay. Montée du plateau de Bay qui a été fait à fond par les Visma Lease the Bike, et là on pourra revenir sur la tactique de course du dimanche. Le but était d'essorer Pogačar sur une étape à 5000 mètres de dénivelé. Ils ont fait le début de montée à fond. Pogačar était plus en forme que Vingegaard. Il a attaqué à 5 bornes de l'arrivée, lui colle 1 minute au sommet, 1 minute 10 au sommet du plateau de Bay. Et Pogačar est 1 plus en forme, 2 mieux préparé. Et 3 avec un matériel à la perfection par rapport notamment à ce qui se passait il y a 26 ans quand Pantani l'avait remporté sur le plateau de Bay. Pour revenir à Pogačar, on a vraiment eu en tout cas c'est mon sentiment, Julien, un Pogačar qui avait envie d'assommer Vingegaard, de prendre sa revanche sur 2023. Mais il avait envie d'assommer sur 2022. Assommer, c'est pas le grand mot, c'est réasseoir sa domination plus qu'assommer. Parce que contrairement à ce qu'on peut lire, non, Pogačar n'a pas encore assommé le Tour. Il n'a pas gagné le Tour tout de suite. Il reste 4 étapes très compliquées. Il avait envie, comme tu dis, de prendre sa revanche sur Vingegaard. Et il avait surtout envie de montrer que c'était juste un petit accident de parcours, ce qui lui est arrivé mercredi dernier au Lioran, dans le Massif Central. Au Lioran. Ouais, l'étape du Lioran où il s'était fait battre au sprint par Vingegaard. Alors bon, on peut se dire qu'après coup c'était sans doute peut-être une petite fringale, une petite hypoglycémie dans le final. Vingegaard il a tout tenté. Il a pris un coup le samedi, s'est relevé le dimanche pour tenter de le faire à la Vingegaard, à la Visma Lease the Bike, avec un gros rythme, un gros tempo, 200 bornes où ils ont roulé, ils n'ont pas laissé beaucoup de champ à l'échappée, essorage à 2000 tours minute, et puis au final Vingegaard s'est fait essorer lui-même par Pogačar. C'est un Vingegaard qui monte en puissance quand même, on a l'impression. C'était un peu la question que j'allais te poser aussi. Est-ce que Vingegaard est réellement KO ? Est-ce qu'il va abdiquer d'ici la fin du Tour ? Lui a dit que non, moi je pense que non plus. Alors, est-ce qu'ils vont le faire et vendredi et samedi ? Peut-être, certainement. Il y a 9000 mètres de dénivelé sur ces 2 étapes de vendredi et de samedi qui arrivent à Isola 2000 et au col de la Couillole. Pogačar maintenant va pouvoir être sur la défensive et pas réellement stressé, parce que même avec une défaillance, là Pogačar au classement général, il a maintenant 3 minutes 09 d'avance sur Vingegaard. Il a 3 minutes, il a de quoi voir venir. Après 3 minutes, ça peut être rien en montagne. Faut pas oublier ça. Après, Pogačar, il peut lui arriver encore un coup de fringale, genre le Granon il y a 2 ans, genre le col de la Lose l'année dernière. On ne sait pas où ça peut pêcher. Tout comme Vingegaard, il peut aussi plier les ailes dans les dernières étapes. Il a dit qu'il réessayerait, mais il peut aussi complètement repasser à côté, quoi. Donc je pense que ça va être des étapes très intéressantes à suivre. Ouais, parce que Pogačar, il est dans sa 6e semaine de course après le Tour d'Italie, il faut pas l'oublier. Que Vingegaard, lui, est pas préparé à 100%. Alors est-ce que sa forme va continuer à monter un petit peu, ou est-ce que sa forme va plutôt décliner par manque de fraîcheur dans cette 3e semaine ? On a vu que sur le plateau de Bay, on se disait il est très bien quand il a attaqué et que Pogačar était dans sa roue. Il semblait bien, mais juste Pogačar a été meilleur. Et Pogačar s'est préparé aussi, j'ai l'impression, pour faire et le Tour d'Italie et le Tour de France. On connaît la difficulté de faire les 2, mais on sait aussi que Pogačar a tellement été à des années-lumière devant la concurrence sur le Tour d'Italie, malgré ses attaques, malgré ce qu'il a pu faire et ses efforts consentis sur le Tour d'Italie, il n'a pas eu tant d'efforts que ça à faire pour le gagner, ce Giro. Et il est arrivé sur le Tour de France, finalement,
Je vais pas dire avec la meilleure des préparations, mais un petit peu quand même. La façon dont il gagne le Giro, au bout d'une semaine, il a déjà quasiment 8 minutes, si je me souviens bien. Après, c'est entre guillemets de la gestion. C'était pas non plus, ça peut paraître méchant, mais c'était pas la même startlist au départ. Ouais, il n'y avait pas non plus les grands, il n'y avait pas Evenepoel, il n'y avait pas du Vingegaard et ses abeilles. Non, ça peut. Il n'a pas une grosse concurrence. À mon avis, il n'a pas utilisé tout son stock de force sur le Giro. Là, je pense à la fin de la première semaine, Pogačar à Naples, il compte après 9 étapes 2,40 d'avance sur Daniel Felipe Martinez, 2,58 sur Geraint Thomas dans ce classement général du Tour d'Italie où au final, hop, je me mets sur le classement. Pogačar l'a remporté avec 9,56 d'avance sur Daniel Felipe Martinez et 10,24 sur Geraint Thomas. Le Tour d'Italie était déjà dessiné, il avait pratiquement ses 3 minutes d'avance là sur la concurrence. Après une semaine, il a pu gérer et tout en gagnant des étapes sur le Tour d'Italie. Il en remporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Sur le Tour d'Italie, il en est à 1, 2, 3 sur ce Tour de France. Il peut encore remporter, on va dire, 2-3 sur cette fin de Tour de France. Ah, il peut aller en chercher 2 sur 3 peut-être avec le chrono, si c'est le chrono dont on parle pour la 3e. Alors moi je dirais 2 sur dans le chrono et 3 avec peut-être une autre étape de montagne suivant si les échappés vont chercher les étapes de montagne ou non, parce que c'est aussi là la question derrière. Est-ce que les baroudeurs vont avoir leur chance là sur ces étapes qui restent? Là, ce sera malheureusement au bon vouloir de Visma et de UAE. Faut espérer qu'il leur laisse un peu de champ. Et d'Alpecin de Koenig pour un sprint intermédiaire maintenant. Et Alpecin de Koenig, mais ça plus sur l'étape de vendredi. Quand on regarde le classement général, Remco Evenepoel finalement, mais il a sa place. Moi je trouve plutôt bien Remco Evenepoel, 3e du général à 5,19 de Tadej Pogačar. Il a tout fait à son rythme, il a lissé ses efforts, mais on se rend compte que, à un moment donné, il apprend, certes. Il est encore très loin de Tadej Pogačar sur la filière longue en montagne, et je dis bien en montagne. Alors après, quand je parle du contre-la-montre en étape sûre, j'ai quand même oublié que Remco Evenepoel est là, mais je me dis que ça va se jouer sur la fraîcheur si Evenepoel est rincé par le dernier week-end avec les 9000 mètres de dénivelé. Ça aussi va falloir l'intégrer, que derrière au classement on a Joao Almeida qui est quand même là, 4e, Carlos Rodriguez qui a chuté à la 6e place, Mikel Landa qui est quand même très bien pour accompagner Evenepoel, mais Pogačar qui est entouré aussi par Almeida, aussi par Adam Yates. C'est ce qui me fait dire aussi que Pogačar, même s'il a un petit coup de moins bien, il aura toujours ses équipiers à côté de lui. Et je vois pas Vingegaard reprendre 3 minutes. Alors je dis ça, on ressortira les bandes si ça se passe, mais je vois pas Vingegaard reprendre 3 minutes sur une étape d'ici la fin du Tour de France. À voir. Je te dis, tout peut arriver. Et si Vingegaard nous faisait du grand Vingegaard du chrono de l'année dernière. Peut-être. Une journée de grâce. Encore faut-il qu'il soit à 100% frais. Toi, pour terminer, Julien, pronostic? Pronostic, après c'est un pronostic du cœur parce que j'ai plus d'attrait pour ce coureur, mais Pogačar. Ouais, je vais dire plutôt pareil, c'est vrai qu'il semble plus frais. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à tous de vos nombreuses écoutes. Merci en tout cas de nous écouter. Toujours aussi nombreux dans Vélo Podcast, sur Vélo Podcast, on rappelle cyclisme féminin, cyclisme masculin. Suivez-nous, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, à vous abonner sur la chaîne YouTube. On se retrouve à la fin de ce Tour de France pour débriefer ces 3 semaines. On aura le regard tourné aussi sur les Jeux Olympiques où on fera une présentation de ce qu'il faut suivre en cyclisme aux Jeux Olympiques. On se retrouvera aussi après les JO. Ça va arriver aussi avec le Tour de France femmes. Ça va arriver à la fin des JO. Il y aura le Tour d'Espagne aussi plus tard, courant août. On se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast pour la fin de ce Tour de France. Bonne fin de Tour de France à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.